Victor Artin, bonjour. Bonjour à Rolus, bonjour à la population guadeloupéenne et particulièrement aux Port-Louisiens. Alors justement, vous êtes candidat pour ces élections municipales et communautaires qui vont débuter bien, très prochainement, ce 15 mars prochain. Avant, comme je le dis, d'en venir à cette campagne politique, j'aime inviter la population à découvrir les candidats. Donc j'aimerais qu'on parle de vous dans un premier temps d'une façon un peu plus personnelle. Alors Victor Artin, vous êtes né à Port-Louis? Bien sûr, je suis né à Port-Louis à la campagne de Beauplan. Je suis vraiment, c'est le terroir port-louisien, effectivement, où ça fait 68 ans déjà. Et puis ça, de monsieur et madame Martin Joseph et de Violetta Thuram. Donc, alors, c'est que finalement, nous sommes vraiment du Nord Grande Terre. Très bien. Voilà. Vous êtes fils unique? Non, on est une grande famille, nous sommes à 12. Famille de 12 enfants. 12 enfants. Je suis le 7e enfant et le 8e garçon. Très bien, donc vous êtes au milieu. Au milieu, c'est ça, voilà. Voilà, d'accord. Non, on est à 8 garçons, je devrais dire. On est à 8 garçons et je suis le 7e enfant de la famille. Donc alors, on est à 8 frères et 4 sœurs. Voilà. Nous sommes tous vivants et en bonne santé. Est-ce que les 12 s'entendent? Très, très bien. Ah oui, ça, c'est un peu d'honneur. J'ai dit merci à mon père, merci à ma mère, de faire en sorte que finalement, qu'on s'entende très bien, voilà. C'est eux qui ont fait en sorte d'assurer la cohésion entre vous? Parce que je me rappelle hommage à ma mère, qui chaque 1er janvier, ça faisait un devoir de réunir toute la famille. Il peut même vous dire, tiens, j'ai une pensée pour mon frère qui est parti, on va l'enterrer très bientôt, là. Donc, mon frère Gérard Hill, qui est, comme on dit, un demi-frère, mais lui aussi et d'autres, ils étaient invités à cette réunion familiale chaque 1er janvier, que ma mère se faisait un devoir de faire un grand repas pour réunir, tiens, tous les enfants, les petits-enfants, les cousins des fois, les belles-sœurs, les beaux-frères, donc tout le monde, on se réunissait comme ça chez ma mère, et puis ça. Elle est partie depuis 3 ans. Mais on perpétue la tradition et puis on se rencontre et puis ça. Non, non, on s'entend très bien, je crois que c'est ça notre force. Et je dis, tiens, merci de voir que finalement j'ai cette famille-là et puis voilà. Et sans oublier... Vous êtes bien tombé? Ah oui, ça, je dis, je suis très bien tombé. Je dis aussi, merci à mon épouse Marguerite Chapelle. Ah oui, c'est une fleur. Et j'ai aussi de beaux enfants, ils sont très bien, pas beaux... physiquement, on brûle les étapes, on brûle les étapes. Là, vous êtes déjà à votre vie maritale et vie familiale. Oui. Mais là, on reste dans votre jeunesse. Oui. C'était il y a 68 ans. Oui, c'est ça. À quoi ressemble... Je suis né le 7 mai 58. Donc, alors voilà, le 7 mai qui vient, ben, j'ai eu mes 68 ans. Et à quoi ressemble le Port-Louis de l'époque? Ah, ça fait toujours rêver, parce que, vous voyez, tout le monde parle de Port-Louis dans le temps. C'est vrai, j'ai été élevé à la campagne, il y a Beauplan, il y avait l'école de Pelletan, je me rappelle très bien, effectivement, de cette seule route nationale qui existait, et c'est vrai, c'était l'agriculture, c'est vrai, c'était l'élevage, c'est ce qu'on voyait, c'est vrai, c'est les champs de canne, mais c'était des beaux moments. Je me rappelle, des fois, ma mère, cueillait ou recueillait les fruits du jardin, ou en tout cas, les victuailles, et puis ça allait des fois sur le marché, et puis ça en vendre. Donc, alors, ça nous permettait effectivement d'aller à l'école, de pouvoir répondre aux obligations familiales, quoi. Donc, alors, quand on était de la campagne, de toute façon... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Le jardin créole, l'agriculture, d'ailleurs, mais j'ai des parents qui étaient agriculteurs, hein, c'est ça. Hein. Mon père était cultivateur, donc alors ma mère l'aidait dans le champ, donc alors j'ai vu ça. Je me rappelle, je la voyais partir à l'école, aller dans les champs. Je disais, tiens, mais quelle misère. Mais c'était du beau temps, et puis ça, je crois, ça nous a forgé et ça nous a permis effectivement de vivre des fruits du jardin et sainement, quoi. Donc c'était une belle époque, c'était vraiment une belle époque. C'était difficile, vous diriez? Belle époque, mais difficile? Oui, vous savez, à l'époque, effectivement, c'était difficile, mais c'était l'époque. C'était l'époque, je me rappelle, c'est effectivement, quand il fallait aller à l'école, c'était à pied dans le bourg de Port-Louis. Après, j'ai eu un vélo, après, on a mis le carrosse scolaire, mais vous savez, c'était une période difficile. Et quand on a vu de l'agriculture à l'époque, c'était pas évident, hein. Donc, alors, je me rappelle très bien, mon père a très tôt acheté un tracteur avec chariot pour pouvoir transporter la canne. Et quand je revenais de l'école, il fallait aller l'aider, il fallait que j'aille l'aider pour transporter, charroyer, effectivement. Ce qui fait que j'ai dit, tiens, j'ai pas fait trop de sport, mais du fait que finalement,
en couper canne, en marrer canne, en dépailler canne. L'activité physique. Ah oui, c'était une belle activité physique. Hein. Et quand on revenait, il fallait aller détacher des bœufs, il fallait effectivement chercher à manger la pain, comme on dit. Donc, alors, c'était ça. Donc, non, non, je ne regrette pas cette période-là. Non, non, au contraire, hein, ça m'a forgé, ça m'a permis de comprendre. Et puis ça, c'est vrai, c'était l'époque. Voilà, c'était l'époque. Voilà, non, non, je ne regrette pas. Donc, un jeune de la campagne. Oui, si, voilà. Vous êtes scolarisé où? À Pelletan, ensuite dans le bourg, ensuite après Pointe-à-Pitre. Donc, non, non, c'est ça, c'est ce parcours-là que j'ai eu à faire. Vous savez, l'école Pelletan, c'est une petite école primaire. C'était à 4 classes, après ça a été passé à 8 classes. Donc, alors, voilà. Et parce qu'il faut se dire que Pelletan, c'est la plus grosse section de Port-Louis. Port-Louis, c'est l'une des rares communes de Guadeloupe à avoir une seule école de campagne. Alors, on prend par exemple la commune d'Anse-Bertrand à côté, tu as une école à Guéry, tu as une école à Campès, tu as une école à Massiou, tandis que tu prends Petit Canal, tu as une école à Bazin, tu as une école à Gocap, et puis ça. Mais pour lui, eh ben, c'est la seule école de campagne que nous avons, c'était l'école de Pelletan. Donc, alors, et jusqu'à aujourd'hui. C'est ça, voilà, justement, qui demeure jusqu'à présent, parce qu'effectivement, la population s'est densifiée effectivement autour de Pelletan, donc c'est que, et quand bien même, hein, les parents font moins d'enfants. Je vous disais tout à l'heure qu'on est 12, mais aujourd'hui, la moyenne, c'est 3, voire 2, bon, et demi. Plutôt 1 maintenant. 1, c'est ça, voilà. Donc, ce qui fait que cette école, je me rappelle, on a fait des travaux supplémentaires pendant que j'étais à l'école. Je me rappelle, élémentaire 2, si je m'abuse. Alors, on a agrandi l'école. Et aujourd'hui, elle est trop grande pour accueillir les enfants de Pelletan parce qu'il y a moins d'enfants. Donc, c'est pour vous dire. Mais c'était la seule école de campagne. C'est une école qui risque peut-être de fermer à un moment donné. Je ne pense pas quand même, parce qu'il y a eu des lotissements, il y a une nouvelle résidence, donc s'il y a eu un apport de population, ça peut faire que finalement, ça va quand même résister, ça va encore pérenniser. Et je le souhaite. Et je veux vraiment que les parents et que les Guadeloupéens comprennent que finalement, c'est important que finalement qu'un pays ait une jeunesse, qu'il y ait une relève. Donc alors, il faut qu'on arrive à faire des enfants. J'ai 2 petits-enfants, mais je serais très bien en avoir plus. Je vous dis, tiens, on était 12, alors on est 2 de mon fils, et ben voilà. Si je peux en avoir encore 2 autres, ce serait vraiment... C'est une demande officielle, hein. Non, mais en tout cas, c'est un souhait, mais je pense que... Non, ça se fera pas. Mais il faut qu'il se mette au boulot. Ça se fera pas, ça se fera pas. Non. Il est déjà trop grand. Je sais, quand on a les discussions en famille, je sais très bien que je ne veux pas... Non, mais je vais avoir peut-être d'autres neveux, d'autres nièces, donc ça va compenser. Tant plus que je vous dis, tiens, on s'entend très bien... Ouais. Donc vous auriez préféré continuer à avoir une grande famille. Oui, je dis ça. Moi, j'ai 2 enfants, mais j'ai préféré en avoir plus. Hein. J'ai préféré en avoir plus. Mon épouse n'en a pas voulu, mais je disais avec 4 enfants, ça aurait été l'idéal. Mais bon, on n'est que 2. J'ai un garçon, une fille, donc alors voilà. On s'entend très bien, ça se passe très bien. Je suis content d'eux, et puis voilà. On va parler un peu d'eux et de votre épouse, puisqu'on va devoir arriver à votre rencontre à un moment donné. Donc, primaire, à Port-Louis, après vous êtes scolarisé à Pointe-à-Pitre. À Pointe-à-Pitre, c'est ça. Et puis ça, après, j'ai fait un petit parcours à Vizioz à l'époque, faire un peu de droit, et puis ça, pour pouvoir, comme on dit, tiens, de par mes convictions politiques, on peut-être disait, tiens, il faut connaître un peu de droit et un peu d'économie politique. Donc vous étiez déjà engagé politiquement? Oui, très jeune, 17-18 ans, oui, si. J'étais très jeune engagé. Ah, donc à peine majeur, vous étiez déjà politique. Oui, si, parce que je vois que les jeunes d'aujourd'hui sont très peu enclins à aller dans l'organisation politique syndicale, mais très jeune, j'étais à la jeunesse communiste, très jeune. Et c'est de mon plein gré, je n'ai pas été ni forcé, ni non. Je crois que j'ai été inspiré par le maire de l'époque. On va y revenir. Je ne pensais pas que c'était aussi jeune, justement. Ah oui, si, j'ai débuté. Ah oui, mon engagement était très jeune, oui, si. Je vendais le journal. Enfin, je vendais. Alors, je vendais le journal Étincelle, donc très tôt, parce qu'il y avait une cellule communiste à Pelletan. Je me rappelle jeune, mais j'y allais, je regardais, et puis ça, je posais des questions. Voilà. Très bien. Oui, bien sûr, bien sûr. On va rester sur la partie personnelle. Oui. Donc, vous faites votre petit bonhomme de chemin. Bien sûr.
La vie professionnelle, ça commence quand, comment? Eh ben, après l'armée, donc alors... Vous êtes parti à l'armée? Oui, je suis parti à l'armée Combien en de temps? France. Une année, c'était un an, et puis ça, j'étais dans le Vaucluse, à Avignon, tout particulièrement. D'ailleurs, j'ai gardé de bons souvenirs des amis qui m'ont envoyé un petit message hier. Donc, de ce fait... Et après le service militaire, je suis rentré très jeune à Beauport. Parce que j'ai commencé à militer avant même de partir à l'armée. Hein. Et je me rappelle, à l'armée, on m'envoyait le journal d'étincelle. Donc, alors, il y en a qui me disaient faire attention. Donc, voilà, j'ai dit non, non. Donc, ce qui fait que j'ai débuté à Beauport, à l'usine de Beauport. Et c'était une belle expérience. Être dans le Qu'est-ce que monde vous ouvrier. faisiez à Beauport? Alors, à Beauport, j'ai commencé par être pointeur au niveau de la voie ferrée service. Il y avait tout un service de voie ferrée avec plus d'une cinquantaine d'agents. Et je m'occupais de l'OP, de salaire, donc alors au pointage, effectivement. Ceux qui conduisaient les trains, les Bourgville, alors je m'occupais de faire leur salaire parce qu'ils étaient payés au tonnage, à la tonne, pardon, ils étaient payés à la tonne. Donc alors, les wagons étaient pesés. Ils étaient tarés avant, ils pesaient parce qu'il y avait la tare, effectivement, sur chaque wagon. On sait que finalement, tel wagon, c'est tel tare. Et après, en allant peser quand le chargement des cannes est arrivé, donc alors, et on faisait la soustraction. Donc, j'ai fait tout ce travail, mais après... Vous avez vu toute l'évolution de Beauport, alors? J'ai pas vu toute l'évolution de Beauport parce que je suis arrivé, je fais 11 ans, je crois, quand même, à Beauport. Beauport a fermé en 90, donc alors, je suis arrivé dans les années 80, 81, donc de ce fait 80, c'est ça, 79, effectivement. Et j'ai vu la fermeture, quoi. J'ai vu la fermeture. Donc, et après, j'ai été, effectivement, je m'occupais de tout ce qui était produit fini à l'intérieur de l'usine, tout ce qui était rhum, alcool, mélasse et sucre. C'est moi qui m'occupais de ça, de sa commercialisation, donc alors du stockage, de la commercialisation. Donc, c'était passionnant. Et puis ça, l'alcool pur, on découvrait, effectivement. Et bien sûr, tout cela était contrôlé par le fisc. Chaque mois, vous avez une visite du fisc qui venait vérifier effectivement le tonnage de sucre, qui venait vérifier le nombre d'alcool pur que contenait et l'alcool et le rhum. Donc alors, c'était vraiment passionnant. C'était un enrichissement, voilà. Donc, et quand vous quittez Beauport, qu'est-ce qui se passe? Alors, je suis resté au chômage pendant près de 3 ans. Oui, c'était une dure période. Je suis resté au chômage. Et puis ça, marié, 2 enfants au chômage. Et puis... Donc, entre-temps, vous avez rencontré madame? Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'était en 84, on s'est mariés en 84. Voilà. Et puis ça fait déjà plus de 40 ans. Et je suis prêt à recommencer. Comment vous vous êtes rencontrés? Est-ce que vous vous rappelez? Ah mais ça s'oublie pas. Alors, on s'est rencontrés le jour où celle que je désirais vraiment s'est mariée. Alors, pour ne pas y penser, je suis parti à une petite fête de quartier. Et là, je vois une belle petite se présenter. Voilà. Et elle me dit souvent, ce qu'elle a beaucoup apprécié, c'est la façon dont je me suis adressé à elle, lui demandant effectivement si je lui accordais cette danse. Elle a beaucoup apprécié la façon dont je lui ai dit. Et depuis, jusqu'à aujourd'hui, on s'apprécie mutuellement. Je vous dis, ça fait plus de 40 ans. Donc, alors, vous voyez, on est en 2026, donc bientôt 42 ans. D'accord. Non, c'était... Donc, on s'est mariés en 84, mais on s'est rencontrés en 1982. 2 ans auparavant, donc on a fait mijoter les choses, et puis ça, voilà. Et pourquoi vous êtes mariés? Vous auriez pu rester en couple sans forcément? C'était passage obligé, le mariage? Non, j'ai estimé que finalement, je devrais... Je ne sais pas s'il fallait donner toute assurance, mais je crois que finalement, ma conception des choses, l'éducation que j'ai eue, et puis ça... Et je crois que mon père me disait, tiens, là au maillet, on a plus assurance et on ne respecte au plus. C'était ça, là. Je m'appelle, et mon père disait, tiens, il faut mailler, il faut une casa. Alors, on entend ça, on dit, tiens, j'ai eu des grands frères, des grandes sœurs, donc alors, de ce fait, on entend ça, mais je crois que finalement, de par la philosophie de par ma conception de la famille que j'avais, de la société, effectivement, c'est vrai, on aurait pu, mais j'ai tout de suite accepté d'aller voir sa famille et puis ça, de me proposer. Ah, il y avait le protocole. Voilà. Il fallait demander la permission. Et oui, donc alors, de ce fait, on est passé par ce cheminement-là et je vous assure, non,
J'aurais pu, mais je pense pas y avoir pensé. Mais je ne regrette pas du tout. Au contraire, je dis, s'il me faut le refaire, je le referai, vraiment, sans hésitation, parce que je suis heureux avec ma famille, je suis heureux avec mon épouse, je suis heureux avec mes enfants, je suis heureux avec mes amis, avec ceux qui m'entourent. Vous Franchement, êtes non, non. content de la vie que vous avez choisie. Ah oui, sincèrement, c'est pas, je ne le dis pas parce que je suis devant une caméra, non, non, je le dis, ceux qui me connaissent peuvent en témoigner, que je le dis, vraiment, je vis paisiblement, chaleureusement, sincèrement, vraiment avec bonheur, voilà, oui. Très bien. Et je souhaiterais effectivement que les autres, ceux qui m'entendent par votre biais, ben, puissent trouver le moyen de s'entendre, parce qu'il n'y a rien de plus beau que ça, que d'être dans l'amour, être dans la réconciliation, être dans l'attention. Il n'y a rien de plus beau. Rien de plus beau. Parce que tout un chacun, nous attendons effectivement qu'on nous accorde de l'attention. C'est vrai. Vous voulez accorder l'attention. Lui aussi, il doit accorder l'attention. Donc, alors, il faut faire en sorte que finalement, tu veux le juste milieu. Et puis ça, quand j'ai dit aux gens, on ne s'est jamais fâché, mon épouse et moi. 44, 42 ans, non, non. 44 ans, même, je Comment peux vous dire. faites? Eh bien, il ne faut pas se prendre la tête. Et il faut rester simple et avoir beaucoup d'humilité. Il ne faut pas pas dire, tiens, ben, excusez-moi, pardon. Il ne faut pas avoir peur de dire ça. Ou pas plus fort que moi, pas bon Dieu. Ou peut dire, excusez-moi, pas voir ça comme ça. Ah, mais ça dépend de l'éducation. Hein, Eh oui, c'est ça. Eh ben, pardon. Et voilà. Et puis ça, après, même s'il y a eu quelque chose bien après, ben, on fait l'impasse. On fait l'impasse, et puis ça de manière à ce que finalement, parce que l'intérêt le plus important, c'est pouvoir s'entendre pour pouvoir poursuivre le plus long possible, le plus loin possible. Et avec la même vibration, je pourrais dire. C'est important que nous avons vibrer ensemble, ça belle ça. Et nous avons vibrer ensemble, nous avons une même fréquence là. Donc ce qui est loin. Donc alors je crois que des fois pour des boutilles, les gens se fâchent pour des boutilles. Et puis après, ils ont tellement d'ego, ils ne veulent pas revenir sur soi, ils ne veulent pas revenir sur ça, alors que finalement, ben, il suffit qu'on te dit, ben, ah, pas tout comprendre, ben, excusez-moi, hein. Rien que ça, ben, on fait plein de choses après ensemble, parce qu'on a dit un mot. Donc alors, comme pardonner, il faut savoir pardonner. Moi, en son combattant, en son révolutionnaire, mais si en fond on est 5 estimé que finalement, de tu dois te la pardon, on dit pardon. Dans mes conférences, je dis pardon, il y a peut-être des gens que j'ai offensés sans le vouloir. Et il y a peut-être des employés que j'ai pas donné satisfaction sur le vouloir. Mais Dieu, pardonnez-moi, parce qu'on ne pouvait pas tout faire, on ne peut pas tout faire. Mais il faut mettre en place à l'autre là pour comprendre effectivement dans quelle posture il est, dans quel état d'esprit il est, pour comprendre, parce que vous pas avoir bonne satisfaction tous les. Mais si pas bonne satisfaction, c'est qu'il y a une cause qui a fait que. Donc alors, comme dirait l'autre, tout m'était grave, ne pas pour ton but. Alors, s'il y a eu ça, c'est qu'il y a eu quelque chose avant. Soit émotionnellement, soit physiquement, soit financièrement, soit contextuellement, qui a fait que. Donc alors, il ne faut jamais rester sous ça et dire que voilà, on doit pouvoir avancer. C'est ainsi que je forge ma vie, c'est ainsi que je construis ma vie et ma posture, et puis ça, vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de la société. Donc alors, pas parfait, pas parfait du tout, loin de là. Mais, comme on dit, tiens, il faut faire en sorte qu'on aille le plus loin possible. Pour aller le plus loin possible, ben, faut garder l'attitude là, ça. Voilà, c'est ça que je veux. Sans pour autant vouloir être moraliste, c'est pas ça, pas du tout. Mais j'aimerais parler de ça, moi, vivre, ça, à vivre. Et qui permet d'être heureux jusqu'à ce jour-là. Très bien. Donc, vous êtes avec votre femme, vous avez 2 enfants. Oui, c'est ça. Un garçon, une fille, c'est ça. Alors, lequel vous ressemble le plus? En plus, ma fille me ressemble le plus, et puis ça. Et mon fils ressemble beaucoup plus à ta maman. Ouais, c'est ça. Yann et Cynthia, voilà. Physiquement ou au niveau du caractère? Les deux. Les deux. Donc, chacun a un modèle pour lui. C'est vrai. Non, sincèrement. Donc, voilà. Non, on se plaît bien comme ça. On se plaît bien comme ça. Très bien. Oui. Donc, vous nous parliez de cette période difficile. Oui. Donc, vous êtes déjà engagé politiquement depuis que vous avez 17-18 ans. Voilà. Donc, Oui. quand vous rencontrez finalement votre épouse, Oui. elle vous connaît en tant que communiste révolutionnaire. Mais oui, parce que tout de suite, parce que elle est du moule, elle a connu aux Anges Girard, elle a connu, donc alors, ce qui fait qu'elle a connu les Girard, donc alors, elle n'était pas trop éloignée, effectivement, je pourrais dire, de ma conception, de mes idéologies, de ma façon de voir. Donc alors,
Et je pourrais dire qu'elle a épousé, sans pour autant militer activement, mais elle a épousé tout de suite, effectivement, ma conception, ma philosophie, et puis ça, mon idéologie, je pourrais dire. Donc alors, je pourrais dire vraiment, à bien tombé, à bien tombé, à bien tombé. Et elle a dit à l'univers, merci tous les jours. Parce que c'est vrai qu'avoir un engagement politique de cette nature-là, à l'époque, ça doit être un peu compliqué. Oui, il n'y a pas de combat qui soit simple, hein. Non, non, c'est très compliqué, effectivement, non, non. En plus que j'ai toujours été, comme je dis, tiens, véritablement, j'ai été élu très jeune, et puis ça Quel m'a... âge? Eh ben, j'avais 25 ans, j'étais déjà adjoint au 25 maire. ans, c'est votre première candidature à 25 Non, ans? j'étais avec Charles Advis, qui était maire de Port-Louis, et j'ai été élu adjoint au maire avec lui, à l'époque. D'accord? De ce fait, j'ai après été élu conseiller régional avec Céleste Monacados, avec Ernest Danette, avec toute une bande de camarades, Georges Bridin à l'époque, Jean Girard. Donc, alors, avec l'équipe Poteau, on a fait du bon travail. Ah, donc vous étiez avec Proto. Ah oui, j'étais très jeune. J'étais le plus jeune conseiller régional de l'époque, j'avais 30 ans. Donc, alors, de ce fait... On parle de lui comme étant un bon président de région. Ah oui, Comment non. était-il selon vous cet homme? Non, c'était un homme extrêmement intelligent, extrêmement rigoureux, mais qui avait une vision, je pourrais dire, quand on voit effectivement tout ce qu'il a construit en si peu de temps, en une mandature, comme infrastructure, qui a donné effectivement, qui a structuré le pays. Donc alors, en infrastructure, mais aussi en vision, je pourrais dire, du territoire. Donc, je crois que On l'appelle le bâtisseur. non, c'est exactement ça. C'est pas peu dire de dire que finalement c'est un véritable bâtisseur, Félix Proto. Donc, mais c'était surtout son intelligence. Je crois que finalement, de ce côté-là, on a pu voir en lui un grand homme. Un grand homme. Parce que malheureusement, il n'a pas été compris. C'est tout ce qui arrive aux grands hommes. Ils ne sont pas toujours compris par les siens le plus souvent. Et il n'a pas été compris ou sa vision n'a pas plu? Alors, on va s'arrêter sur cette dernière. Sa vision. Parce qu'il était trop en avance, c'est ça. C'est ça, il était trop en avance sur les autres. Et puis ça, et c'est celui, je dirais, tiens, qui, face à l'État français, défendait la Guadeloupe. C'est vrai, face à l'État français, j'ai vu pour le Félix Proto, effectivement, défendre. J'ai vu ses courriers aux différents ministres. Ah non. Même au niveau de l'Europe, franchement, je peux vous assurer que Félix Proto a été l'un des rares hommes politiques finalement, qui avait de la poigne, et puis ça, mais qui le faisait avec un certain calme des fois. Et je crois que, comme vous dites, ça a dérangé plus d'un, et puis ça, vous savez, dans notre société, je le subis également, il y a toujours une certaine forme de jalousie hein, qui se manifeste, qui se fait jour, et puis c'est toujours bien dommage, parce que après, c'est le pays dans son ensemble, c'est le peuple dans son ensemble qui en pâtit, quoi. Et c'est bien dommage, quoi. C'est bien dommage. Mais en tout cas, je garderai un bon souvenir de mon passage avec Félix Proto et ce groupe communiste au niveau du conseil régional de l'époque, où on a fait vraiment du bon travail, hein, avec Monacados, vraiment toute la partie communication, la partie éducation, vraiment. Ce sont des gens qui ont formation professionnelle avec Christian Céleste, non, non, avec Pierre Justin, le développement économique. Non, non, je vous assure que finalement, ces gens-là sont bossés pour la Guadeloupe, c'est quoi. Je rends hommage à chaque fois que je peux du travail qu'on a accompli, du travail que toutes ces personnes ont accompli aux côtés de Félix Proto. Voilà. Donc vous avez fait ce tour à la région. Ensuite? Eh bien, après, je suis revenu, alors j'étais avec Charles Lévy toujours, on n'a pas eu des élections en 95, donc j'ai été pour la première fois tête de liste en 2001, mais auparavant, j'étais candidat au conseil général, c'est qu'on disait à l'époque, en 92. Charles Lévy n'étant pas candidat, j'ai été candidat, désigné par le parti, par la section communiste de Port-Louis, face à Jean Barfleur. Donc c'est Jean Barfleur qui avait été élu conseiller général à l'époque. Avant même d'être élu maire, il avait été élu conseiller général. En 95, il nous a battus. J'ai dit ça de 40 voix, je me rappelle très bien, je ne vais jamais oublier. Et j'ai continué ma mission dans l'opposition, mais comme je dis, une opposition constructive, hein, parce que j'aime Port-Louis profondément, je dis j'aime Port-Louis, j'aime les Port-Louisiens. Et tant que je peux réconcilier, tant que je peux me mettre ensemble pour avancer, pour moi, vous avez vu, en tout cas, je ne le dis pas comme ça, hein. Mon parcours, ça a été ça, de pouvoir construire ensemble, faire ensemble, hein, pour pouvoir émerger quelque chose, pour que cette commune... Techniquement, la vision communiste, c'est censé être le collectif. C'est vrai, c'est vrai. Donc, alors, forcément, je suis dans cette trajectoire-là. Donc après,
J'ai été Donc, tête de liste en 2001 en pour 2001, les municipales de pour les Port-Louis. c'est ça. Alors, après 2008, effectivement, là aussi, Barfleur a été réélu. Donc, alors, et après, j'ai été élu en 2014, maire de la commune de Port-Louis, donc, alors, et vice-président de la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre. Donc, alors, je vous assure que j'ai fait le meilleur de moi-même parce que j'ai trouvé une commune en véritable situation très difficile budgétairement, organisationnellement, administrativement, c'est vrai, parce que il faut se dire, Jean Barfleur a subi effectivement la division de son équipe, hein, de son groupe. Je crois que ça l'a beaucoup malmené. Après avoir mené de si grandes et lourdes batailles, hein, pour la Guadeloupe ou pour lui, de voir que finalement il arrive, je pourrais dire, en fin de parcours, et de voir que finalement, avec ses amis, eh ben, c'est la scission, c'est sur le schisme. Je crois que ça a beaucoup affecté. Il a eu l'occasion de me le confier ici. Et l'administration communale en a pâti un peu, quand même. Mais il faut dire également que pour lui, avec la disparition de Beauport, la fermeture de Beauport intervenue en 90, mais quand on dit Beauport a fermé en 90, mais il faut se dire que bien en amont, on sentait les soubresauts. On sentait que finalement, sur le plan économique, ça n'allait pas dans le Nord. Et Beauport fermant, vous comprenez bien, ça a des conséquences sur la vie des citoyens. Donc alors, une industrie comme ça, Donc concrètement, il n'y a plus il n'y a d'activité plus dans le d'activité. Il Nord-Grande-Terre. n'y a plus d'activité. Vous le voyez bien. Et tout est parti. Tout a pu écliter. Et la pêche, tout. L'agriculture, tout. Donc, alors, dès qu'on n'a pas l'usine, eh bien, forcément, l'agriculture va prendre un coup. Oui, mais Et c'est à ce moment-là que techniquement, le politique aurait dû être visionnaire et à la fermeture de Beauport, anticiper un projet suffisamment intéressant pour engranger des recettes pour la commune. Et oui, et c'est là, finalement, on a voulu effectivement faire du développement local. Mais je crois que finalement, du fait qu'on soit excentré de la conurbation Pointe-à-Pitre, Abîme et Bémaro, tout ça, je crois qu'on a subi énormément de déficits. On a, parce que quand bien même qu'on a voulu, avec tous les porteurs de projets, avec l'artisanat, avec la pêche, avec l'agriculture, on a voulu effectivement relancer, mais ça n'a pas pris. Parce que je crois que le moteur même n'est plus là. Le moteur qui était Beauport étant fermé, eh ben, les gens n'espéraient plus. Il faut construire un autre C'est ça. moteur. Alors c'est ça, mais le temps de prendre, parce que c'est ça, ça qui est arrivé, on n'a pas anticipé. On n'a pas anticipé. Et c'est pourquoi je dis, tiens, je rends hommage à Félix Poto, qui a tout fait pour pouvoir maintenir Beauport. Et je me rappelle, il avait fait venir, effectivement, des Cubains. Et je me rappelle, à l'époque, en 90, justement, on avait été à Cuba avec une délégation pour voir, effectivement, comment il peut venir nous aider à faire repartir cette usine-là. Il avait créé, effectivement, une société qui avait son siège à l'antenne de la région, pour voir en quelle mesure il pouvait aider à faire repartir l'usine. Et puis ça, mais vous savez, l'État était contre, le Conseil général à l'époque avec l'AIFLA était contre, donc de ce fait, finalement, ce projet n'a jamais pu voir le jour et pour lui, le Nord-Grande-Terre est en train de subir. Aujourd'hui, on pense à l'usine d'agrotransformation du Nord-Grande-Terre qui a été construite à Anse-Bertrand, mais croyez-moi, son grain de sable hein, à Douane-Océan, parce qu'un route de l'eau à Douane-Océan. C'est pas un équivalent de ce que ah oui, de ce représentait que c'est Beauport, ça. ça ne pourra pas l'être. Et avec Beauport, c'était des années d'expérience, c'était des années de savoir-faire, et puis ça, vous savez, mais C'est ça toute avait, une filière qui était... c'est ça, voilà, et ça avait maintenu les gens effectivement à la terre, ça avait maintenu les gens de leur savoir-faire, et puis ça, donc ça créait une force. Mais le temps d'aller pouvoir créer encore cette force, le temps de pouvoir créer cette filière-là, ça va demander une énergie, et en temps, en finance, mais aussi en conception pour pouvoir bien concevoir les choses et pérenniser la chose. Donc c'est pour vous Après, techniquement, gouverner, c'est prévoir. C'est vrai, c'est Si vrai. Alors, M. très Poto souvent, avait une stratégie pour essayer effectivement de sauver Beauport oui, et que sa mise à mort finalement a été signée, n'est-ce pas? oui. J'ai envie de te poser la question, à qui profite ce crime? Eh bien, ceux-là se reconnaissent parce que je ne voudrais pas citer de nom, mais vous savez, quand on regarde ceux qui ont défendu, ceux qui ont
tout miser sur la politique européenne, faire en sorte que finalement qu'on n'ait plus notre sucre, et que c'est le sucre de l'Afrique, de l'Europe qui prennent le pas. Et on voit bien que finalement, aujourd'hui, ça crée des désastres chez nous. Donc, ceux qui sont responsables de l'import-export, ceux qui sont responsables effectivement de cette situation capitaliste, se pourrait dire, ce sont eux qui aujourd'hui, ont mis à mal l'industrie sucrière, ont mis à mal la filière canne, sucre au rhum, et je crois qu'ils en tirent grand profit. Et c'est la Guadeloupe qui en perd, c'est les Guadeloupéens qui en perdent. Et puis ça, je crois que je ne dis pas qu'il va y avoir une force, qu'il va y avoir une révolution, mais un jour, je veux bien croire que ce peuple-là va se soulever et va effectivement demander des comptes, ou en tout cas obliger les décideurs, les gouvernants, en tout cas, à prendre la bonne orientation pour donner l'espoir à ce pays. Parce qu'on ne peut pas se permettre de voir que notre jeunesse s'en va. Soit il est parti, soit il n'est pas fait Timoun. On l'a évoqué en début du reportage. Mais un pays ne peut pas vivre comme ça. Un pays doit vivre, ça compte d'abord sur sa jeunesse. Et bien, si moi, Timoun m'a dit, ah ben tiens, il pas ni rien pour y vivre ici, il est obligé de partir ailleurs, ou même là, qui a fait des butins, eh bien, il a crasé, par l'exemple du Cabana Beach. Donc, excusez-moi, mais là, il a vu ça, il a dit, mais tiens, ben, on peut faire fuir pays là, ça. Tu trouves des jeunes Guadeloupéens partout à travers le monde. En Chine, en Australie, au Canada, en Amérique, et puis ça, et en Russie, les jeunes Guadeloupéens tout partout. Mais ils ne veulent pas revenir pour pouvoir construire leur pays. Oui, mais Et quand des ça, aventures vous arrivent, comme c'est le cas effectivement de la famille Semar, et oui, justement, j'aimerais bien qu'on parle de cette affaire parce que ça a beaucoup secoué la commune. Vous êtes élu maire en 2014. oui, c'est exact. Vous le dites, Oui. bon, la situation communale est de toute façon désastreuse. C'est ça, oui. Il n'y a pas de centre d'intérêt, entre guillemets, C'est finalement, vrai. à Port-au-Loup. Il y a plein d'atouts, il y a plein de potentiel, hein. Il y a plein de potentiel, mais il faut avoir les leviers. Mais les leviers financiers, hein. Mais, Il faut créer des c'est équipements ça, pour pouvoir voilà. créer des Mais équipements. après, quand nous, on ne peut pas le faire, nous, et que vous avez un porteur de projet, alors finalement, vous accompagnez ce porteur de projet. Vous permettez à ce qu'il ait finalement, qu'il ait un foncier, ou encore qu'il ait les infrastructures routes, électricité, réseau d'eau, pour pouvoir installer son entreprise. Voilà. Et je crois, c'est ce qu'on a voulu faire avec le Cabana, parce qu'effectivement, on se dit tous les jours que pour lui, c'est la ville, la plage du Souffleur, ben, c'est son écran. Il nous a dit, tiens, eh ben, c'est une des plus belles plages de Guadeloupe. C'est qui est vrai, qui attire des milliers de monde. Et on s'est dit, tiens, toutes ces personnes arrivent et repartent après. Comment les retenir? Comment faire en sorte que finalement, qu'ils laissent un peu d'argent et que ça crée des emplois chez nous? Quand j'ai reçu le jeune Semar, eh ben, j'ai compris ça tout de suite. Parce que, je dois vous dire, avant de recevoir le jeune Semar, j'avais bâti ma campagne sur le projet Océan. Le projet Océan, c'est le projet d'aménagement, de restructuration de la plage du Souffleur. Faire en sorte qu'il y ait des équipements pour les jeunes, pour les familles, donc de manière à ce que les gens puissent venir en villégiature sur la plage du Souffleur. Mais ce projet tardait à venir. Je me demande même pourquoi. Je vous dis, tiens, depuis en 2013, hein, que l'UREL avait pensé ce projet-là. Et l'UREL étant battu en 2015, alors ça lui vient, donc j'attends, je ne vois rien venir. Et je vous dis, tiens, il y a un potentiel. Mais j'ai une commune démunie. Je n'ai rien. Pourquoi autant peut dire qu'il y a bon monde, il y a bon moment, ça fait qu'à venir pour en mairie, qu'il y a un cas dire comme ça, et qu'il a expliqué détresse ça. Il ne peut pas bien revenir parce que la commune est déficitaire, tu n'as pas les moyens, tu es sous la coupe de l'Assemblée régionale des comptes, la préfecture qui regarde tout ça au café, donc tu ne dois pas embaucher. Il quand même dit comme ça, il faut débaucher. et tu as ces familles qui viennent te voir, tu as ces jeunes qui viennent te voir. Ils sont très souvent à quelques mètres de l'Amérique. Chaque fois que je passe, je les vois empiler là, là. On ne peut pas dire, viens, un caïbaillot, on déjeuner, toi, qui c'était 3 mois, qui c'était 6 mois. Incapable. Je trouve ce jeune qui vient me voir avec un projet. Je le vois jeune, je sens dynamique, je sens qu'il porte en lui son projet. Je lui dis, tiens, bien, d'attendre le projet Océan. Bon. Après, les années passent, on est déjà en 2016, et il vient me revoir. Je lui dis, tiens, franchement, on a analysé au niveau de la commission de développement économique, au niveau de la commission aménagement, ton projet est viable, mais pour des raisons
techniques, mais aussi des raisons, comment je pourrais dire ça, il est préférable pour nous qu'il attende, que ça puisse se marier avec le projet Océan. Quand j'ai vu effectivement ce jeune parti pratiquement en pleurs dans mon bureau, j'ai dû le rappeler pour lui dire, tiens, voilà, on va voir comment vous permettre d'avancer. Et c'est ainsi qu'on lui a permis de s'installer sur la place du Souffleur. Donc là, vous lui faites une petite AOT. Bien sûr. Pas une petite AOT, on a fait une AOT dans les règles de l'art. On a fait, c'est parce que la loi nous fait pas obligation de le faire. On a fait ça, et puis ça, pour lui permettre. Mais son projet était tel qu'il l'a présenté. Effectivement, c'était, comment dirais-je, séquencé. C'était en plusieurs séquences. Mais il y avait la partie nautique, oui, si, mais aussi la partie restauration. Oui, quand il a présenté son projet, globalement, c'était fait comme ça, dès le départ. Et il fallait faire effectivement en plusieurs étapes. Donc, il a commencé effectivement par les équipements de loisirs ou de nautique sur la plage. Et après, la partie knacking, comme il disait, repas, ça viendrait à la suite. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc, alors, après, comme je vous disais, en aucune manière, ça ne causait de nuisance à la plage. Ça causait une nuisance aux gens qui venaient. Au contraire, je crois que c'était un réceptacle pour tous les touristes, pour tous ceux qui venaient. Je crois que tout le monde était ravi. Moi-même, j'ai connu des gens qui me disaient qu'ils allaient juste pour regarder, pour prendre une photo, pour se détendre, juste peut-être boire quelque chose pendant que les enfants sont à la maison. Ils allaient juste boire certains parents. Donc, des gens venaient de partout. On a vu beaucoup de mauvaise foi sur la fin de la séquence Cabana, puisque, comme on dit, c'était une espèce de modèle, d'exemple effectivement de développement dans le Nord-Grande-Terre. Et qui avait un rayonnement de développement durable, parce que c'est vrai qu'on était sur le littoral, mais ça ne gênait en rien. C'était sur des pieux qu'il a fait bâtir son exploitation. Donc, alors, pour moi, ça ne gênait en rien. Parce que j'ai regardé, j'ai jeté un petit coup d'œil quand même sur la législation et sur l'aménagement du littoral. Et effectivement, on peut avoir des structures tant qu'elles sont démontables. Bien sûr. Et même dans le cas où on aurait des structures en dur qui sont érigées, elles peuvent être régularisées. Parfaitement. Et elles peuvent être régularisées. Et la convention que le maire actuel a signée avec l'État et la DGFiP, effectivement, la préfecture et la DGFiP, la Direction des finances publiques, eh bien, dans cette convention signée par le maire qui a signé ce en 2023, eh bien, dans cette convention qu'il a renouvelée, parce que du temps que j'étais là, la convention est arrivée à échéance en 2017, l'État n'a jamais signé, malgré toutes les démarches qu'on a eu à faire, l'État n'a jamais signé, n'a jamais renouvelé cette convention, mais avec cet écrit qui arrive en 2020, ils n'ont pu signer qu'en 2023, mais il est prévu effectivement qu'il y ait cette partie de cette structure sur la place pour pouvoir accueillir effectivement tout ce qui est restauration, toutes les activités nautiques et consorts. Je ne comprends vraiment pas la volonté qu'ils ont eue de vouloir ratiboiser, démolir, et puis ça, et vraiment, j'ai pas compris cette volonté. Pour moi, c'est l'esprit de Fanchou guadeloupéen qui a émergé dans cette municipalité. Oui, mais M. Hubert, lui, se cache derrière, c'est la législation, c'est la protection de l'environnement. Mais je vous dis, il n'a pas pris un environnement qui est pour monde, parce que parallèlement, il a vendu pour M. Charles, enfin la fille de M. Charles, pour son prête-nom, il a vendu sur le littoral. Vous pouvez aller voir, je vous invite à aller voir, sur le port, la dernière maison sur le port de pêche. Le port multimodal qu'on est en train de construire là, à Port-Louis. Ouais, au sud du bourg, vous allez voir la dernière maison de construite, le long du port. Hein. Vous allez voir ça. Il vendait pour fier M. Charles, soi-disant. Mais c'est Charles qui est venu là. C'est Charles qu'on voit. Alors, pendant qu'il n'y avait pas une activité économique qui a créé plus de 30 d'emplois, qui donne une carte postale à Port-Louis, il a crasé, et en même temps, il a vendu Charles, président de la région, Fiaille, assis l'étoile là toujours. Alors, comment comprendre ces deux poids, deux mesures? Donc, vous nous confirmez qu'on aurait pu finalement laisser le cabana, le régulariser, lui donner une AOT en bonne et due forme. Parfaitement, je vous dis. Parce que c'était vraiment l'esprit de Fanchou. Ils ont voulu, effectivement, et d'ailleurs, on a un courrier que la DGS, Mme Kouzak, a adressé au prophète qui a dit, il faut que ça serve d'exemple. Il a incité, il a demandé à ce qu'il vienne craser le cabana pour ça servir d'exemple à la Guadeloupe. Où est-ce qu'on a déjà vu ça? Qu'on demande à ce que les forces de l'ordre viennent à Port-Louis pour ça servir d'exemple. Alors que tu as un jeune Port-Louisien, un jeune Guadeloupéen qui essaie de construire, qui crée des emplois, il peut demander l'État en centimes, il peut demander la région en centimes, il peut demander le département en centimes. Chaque pays gagné 10 €, il prend 5, et 5 là, c'est puis il investit. Et petit à petit, il investit, parce qu'on a une manne. Alors, on a dit toutes sortes de choses sur ce jeune-là, toutes sortes de choses, tout et n'importe quoi,
pour décourager, pour donner une mauvaise opinion de lui. Mais je crois, si en Guadeloupe, on avait des jeunes comme Semar, eh ben, il y a plein de choses qui vont changer dans ce pays-là. Et je peux vous assurer, aujourd'hui, un cafetier, il a crasé, il a démoli, et il a planté des trois pieds raisins, des trois pieds calpata, en plaçant le cabana sur la plage. Mais quand même, je dis, tiens, je suis pour la protection du littoral. Et quand je vous dis, tiens, la convention signée, parce que vous savez, toutes les plages appartiennent à l'État. Le littoral appartient à l'État. L'État donne aux communes, par convention, la gestion. Et dans cette gestion donnée par l'État, il est prévu d'avoir ce genre d'infrastructures sur le littoral. On n'a qu'à comprendre. Eh bien, premier, eh bien, Oui, monsieur Hubert vous dira, ah non, c'était trop près de la mer, il fallait mettre dans la petite zone artisanale. Non, non, elle est finie déjà, la zone artisanale? Non, 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 elle n'est pas terminée. Mais elle n'est toujours pas livrée. Elle n'est pas livrée. Elle n'est pas livrée. Mais ça, c'est un alibi, un prétexte. Ils savent pertinemment, là, ils mettaient juste là, il n'y a pas même impact commercial là. Si on dit on a un supermarché à Bourg-Port-Louis, au-dessus, on a passé à Perpète, il peut même impact commercial là qui se mettait en plein Bourg-Port-Louis ou bien en zone commerciale. Je crois que c'était commercialement, économiquement et comment je peux dire, urbanistiquement, c'était l'endroit l'idéal. Et je crois que c'est ce que le touriste recherche. Il parlait effectivement. Et ils ont fait ça. Ils ont modifié le PLU exprès pour pouvoir, toujours dans l'esprit de Fanchou, hein, ils ont modifié le PLU parce que normalement, là où se trouvent les cabanas, le village artisanal et tout ici devrait être accouplé avec le cabana, faire en sorte qu'il y ait un maillage et que finalement, tout ça vienne manger qu'il y a dans le village. Parce qu'il y avait un terrain vague juste à côté du cabana. Mais bien sûr, le terrain où se trouvait dans ce terrain de pétanque. Pour moi, c'était l'idéal. Et puis ça ne gênait pas. Et là, ils sont allés construire ça. Ils ont fait une modification du PLU pour aller le construire de l'autre côté de la route. De l'autre côté de la route, mais il y a nier tous ces moments parce que c'est un terrain. Vous savez, Port-Louis est plus bas de plus de 15 cm que le niveau de la mer. Là, la pique a tombé, eh ben, l'aide de l'eau montée, eh ben, tout ces moments nier. Donc là, où exaucer ce terrain-là pour construire le village artisanal, donc où exaucer de plus de 15 cm, ces moments qui en amont là, eh ben, il y a nier. Ils ont fait effectivement on digue soi-disant pour passer de l'eau, mais elle a pu tomber au couvert. Et je crois que ce n'est pas du développement durable, ça. Ce n'est pas ça que le développement durable. Et malheureusement, comme on est dans le fanchou, alors, il fait. Et effectivement, le terrain appartient à la commune et ils ont mis le terrain à disposition de la communauté d'Aglo. C'est la communauté d'Aglo qui a construit, d'ailleurs, et je vous dis, c'était depuis à mon époque, à notre époque, on voulait effectivement construire. On avait vu déjà avec la région. Quand la région a vu, tiens, avec Charles, sur le caractère JVRC, il ne voulait pas, parce que pour eux, il ne faut pas te permettre à autant de faire rien, parce que pour permettre de faire, c'est-à-dire qu'ils ont été actifs. Et comme ils voulaient, le vice-président en personne de Hubert Villemay, donc alors, il ne pas jamais permettre à ce que finalement ils réalisent rien. Donc, ce qu'il fait, on n'a pas pu réaliser. Quand j'ai vu que finalement ils ne réalisaient pas, je suis allé voir la communauté d'Anglo. À l'époque, Mme Carabin lui dit, effectivement, avec la loi Notre, j'avais le développement économique, on peut faire ça. Je leur ai soumis le projet de manière à ce qu'ils puissent réaliser. Effectivement, 2020 est arrivé, donc on n'a pas pu réaliser. Donc, c'est cette équipe-là qui a réalisé. Alors, quand ils ont vu, ils ont changé effectivement la destination du terrain et ils l'ont mis de l'autre côté. Mais je vous assure qu'en termes de développement, durable, en plein développement économique, c'est pas l'idéal. Mais cela dit, c'est fait, on va faire avec, mais il va falloir payer les conséquences parce que... mais c'est un signal particulièrement négatif qui a été envoyé puisque, comme vous le dites, vous avez un jeune qui fait preuve de bonne volonté, qui veut développer son territoire communal, qui n'a pas spécialement d'activité. Il s'adresse donc à une municipalité qui accepte d'entendre son projet et puis il est confronté effectivement à une autre municipalité qui quasiment littéralement le détruit. C'est exactement ça. Je tire mon chapeau pour ce couple Semar, avec tout ce qu'il a subi. Mais c'est tous les mois, tous les jours qu'ils découvraient, c'est tous les jours qu'ils étaient contrôlés, qu'ils étaient verbalisés. Mais c'était du harcèlement. Et aujourd'hui, je vois qu'il a pu ouvrir ailleurs, les gens, comment on dit ça, les mal intentionnés, ils font des remarques un peu désobligeantes. Mais je dis, ce jeune couple, quand je vois tout ce qu'ils ont subi comme harcèlement par cette municipalité, mais aussi à l'instigation des autres administrations de l'État,
je vois qu'ils sont encore debout, ils veulent encore foncer, ils veulent encore construire, ils veulent encore bâtir. Je dis chapeau. Chapeau, parce que chaque fois que je les vois, franchement, même là, pas vraiment radio en cas content, parce que c'est un cas de bonnes énergies, parce que on ne trouve pas ça. De ton autre, j'ai parti, j'ai laissé la Guadeloupe, j'ai parti ailleurs. Et je suis sûr qu'il est invité, qu'il est demandé ailleurs, hein, parce qu'on a des visiteurs de partout qui viennent, des investisseurs partout qui viennent en Guadeloupe, mais quoi, voir le modèle là, c'est envie de transporter à Casayo. Donc, mais il a fait le choix de rester dans son pays, de développer son pays, et on trouve une équipe qui, pour toutes sortes de prétextes, et comme je vous dis, tiens, et yo qu'à vendre la famille Chalus en l'étoile là même. Alors que cet espace-là, face au port, un port qui est appelé à se développer, j'estime que finalement, on doit plutôt envisager effectivement de pouvoir construire ailleurs et laisser cet espace dans le cadre d'un aménagement, d'un agrandissement de ce port, même sur un terrain dans l'arrière-port, mais pour permettre une meilleure circulation, une meilleure effectivement comment dire, pour le développement dans ce secteur-là. Vraiment, le dernier but que j'ai fait, c'était de permettre à ce que Chalus construise vraiment en Zidan pour là même. En Zidan pour là. Non, non. J'estime que ça a été. On ne manquera pas de poser la question à M. Hubert sur bien ces sûr, choix, effectivement, d'aménagement du littoral. Mais petite question. Oui. Ce qui est fait, certes. Le cabana a été détruit. Oui. Mais est-ce qu'il se pourrait, dans ce cas-là, qu'il puisse être réimplanté là où il était? Je sais que c'est un des vœux de la famille Séman qui ne s'avoue pas vaincu, comme vous l'avez Je vous souligné. assure que la convention signée avec l'État prévoit ce genre de structure. Après, il va falloir... Au même emplacement. Je ne parle pas du village. Non, papa, on parle de sur la plage. Alors, la AR 137 ou 157, je ne me rappelle plus le numéro. En tout cas, l'emprise de la plage, pas la partie sableuse, depuis la ruelle qui conduit au cimetière jusqu'à la ruelle où se trouvent les commerçants derrière, qui emmènent derrière le cimetière, toute cette zone-là, dans cette emprise-là, il est prévu de faire ces genres de construction et ce genre d'activité sur la plage. Donc, alors, pour moi, je n'ai pas été saisi dans ce sens-là, mais je crois que finalement, si la loi le permet, pourquoi pas? Et je vous dis, tiens, je ne sais pas si les gens se rendent compte, pardon, il n'y a rien à offrir aux Port-Louisiens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ah non, mais il suffit d'aller à Port-Louis. Moi, on m'a dit qu'il y aurait du développement par rapport au village en question. Je veux bien quoi. Je veux bien quoi. Vu qu'il n'est toujours pas livré, c'est ce que M. Séman disait. Vous me demandez de détruire, mais je ne peux pas m'installer dans un endroit qui n'est pas terminé. C'est ça. En tout cas, le village n'est pas livré. Je crois qu'il va falloir quand même qu'il fasse une étude, hein, puis voir effectivement combien ça va revenir et qui sait qui va pouvoir abriter effectivement tous ces locaux-là. Donc, alors, et quel genre d'activité qui sera le plus porteur pour pouvoir faire vivre effectivement cette zone-là, ce village-là. Toujours est-il, je vous dis, que pour lui est une terre qui a plein de potentiel, c'est une terre encore vierge, mais on voit bien qu'il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas d'activité. Et on a le port, vous dites, avec le port, ça peut être effectivement un levier. Avec la plage, le village, ça peut être un autre levier. Mais aussi, je dis, le front de mer, tout le littoral, hein, ça peut être effectivement un espace pour créer des activités touristiques, des activités artisanales, pour faire en sorte que finalement, qu'on fasse du développement local et que les gens, parce que vous me dites, tiens, on n'a plus de porteurs, on n'a pas de grosses industries, on n'a plus beau port, il ne faut plus compter. Il y avait aussi, à l'intérieur des terres, c'est parce qu'on a toutes ces plaines agricoles de pichons, de beaux plaisirs, de pelletins. On a toutes ces plaines agricoles. On avait la bananière de Saint-Julien du côté de Pichon, qui a fermé depuis le mois d'avril, avril dernier, si je ne m'abuse. Donc la bananière de Saint-Julien n'existe plus et je vous assure que finalement, c'était plus d'une cinquantaine de familles qui y vivaient, qui y travaillaient. Ça permettait d'avoir une activité au niveau de l'agriculture, au niveau des ouvriers qui travaillaient à l'exportation de la banane. Donc, tout ça pour vous dire que finalement, nous vivons un territoire où il n'y a pas d'activité économique, mais une réflexion avec des porteurs de projets, avec effectivement les institutions, parce que je crois que ceux-là, conseil départemental, conseil régional, la communauté d'agglo, ils sont en demeure de pouvoir penser avec nous, constitutions communales, de pouvoir impulser un développement. Et oui, vous l'avez déjà vécu, c'est pas
nécessairement comme ça que ça se passe. c'est vrai, mais je crois que là, on a touché le fond. Permettez-moi de vous dire qu'on a touché le fond. Il va falloir effectivement qu'il y ait un véritable plan Marshall pour le Nord Grand Terre. On ne peut pas se permettre d'aller encore, parce qu'on voit ce territoire-là se vider de sa population. On entend des projets pour le développement du Nord Grand Terre. Vous avez parlé de l'usine d'agrotransformation. C'est exact. Monsieur Jalus d'ailleurs fait la promotion de l'hippodrome oui, c'est pour exact. Bertrand. C'est exact. Est-ce que ça... Il va falloir... mais oui, alors, par rapport à tout ça, il va falloir effectivement qu'il y ait un véritable pôle touristique, que finalement nous devenions un véritable pôle touristique, accouplé à tout ça, que finalement, que les cantines, que les restaurants, que tout le monde trouve à travailler et que ça crée une véritable attractivité dans le Nord, et ça crée de l'activité, ça crée du développement, mais c'est autour d'un schéma bien pensé. Il ne faut pas faire un petit coup par là, un petit coup par là. Il faut que vraiment, je vous dis, un véritable plan Marshall, comme on a dit, qu'il y ait des millions de débloqués de manière à ce que, parallèlement, tout ça soit bien ficelé et ça soit bien porté d'un même élan. Parce que techniquement, vous avez déjà travaillé dessus. Alors, quels sont vos axes prioritaires? Alors, je crois qu'il va falloir penser au développement touristique de Port-Louis. Il faut donner une orientation touristique. À travers quelle activité? Alors, comme je vous dis, avec la plage du Souffleur, qui est une vitrine, je pourrais dire. Et autour de la plage du Souffleur, il va falloir, avec les zones humides de Port-Louis, la mangrove, avec toutes les zones humides que nous avons autour, et au nord et au sud, il va falloir effectivement penser à cela. Mais comme je vous dis, tiens, il y a aussi tout le littoral et il y a aussi l'intérieur des terres. Donner avec ce pôle, je pourrais dire, touristique qu'on va pouvoir développer, mais je crois que le tourisme, il va falloir aussi qu'il se développe à partir de l'agriculture, à partir de l'artisanat, et c'est comme ça qu'on va pouvoir. Et je vous dis, tiens, avec le port que nous avons, il y a eu des travaux de fait et qui sont en train d'être réalisés actuellement. Je crois qu'une fois tous ces travaux-là réalisés, je crois que ça va permettre effectivement qu'il y ait un flux de bateaux, de plaisance, de bateaux traversant effectivement le nord pour arriver sous Port-Louis. Et ça va créer également une activité économique en termes de réparation, d'accastillage. Ça nous permettra effectivement d'avoir dans l'arrière-port toute une activité liée avec les réparations des bateaux pour faire en sorte que les Port-Louisiens qui sont dans la mer depuis tantôt puissent trouver à partir de là, un véritable pôle de développement également, un pôle d'activité pour leur permettre effectivement d'exercer leur profession ou encore de retourner aux professions que les parents ont connues dans le temps. Je crois qu'il y a des atouts, comme je dis, c'est pas d'un coup de baguette magique, c'est pas demain tout de suite. Je suis d'accord, mais il faut déjà quand même une vision. C'est ça, voilà. Développement global sur le territoire pour Mais c'est comme ça que je conçois ça. C'est pourquoi je vous dis, tiens, il va falloir que les partenaires et l'État, le conseil régional, le conseil départemental, la communauté d'agglo, que tous ces partenaires institutionnels se mettent ensemble. Et je vous dis, tiens, on ne peut pas se permettre de... Parce que Jarry, c'est déjà saturé. Mais il va falloir effectivement penser au plan d'aménagement, au plan de développement qu'on conçoit, qu'on veut pour le Nord Grand Terre, avec je pourrais dire un point de mire pour lui, parce que pour lui est au centre, je crois que pour lui a des atouts, nous avons encore du foncier, ça peut permettre un véritable développement de ce territoire-là. Je ne dis pas de territoire, je dis Nord Grande Terre, avec en priorité un développement centré sur Port-Louis. Moi, c'est ainsi que je vois ça. Mais quand je dis, tiens, pour pouvoir parler avec autorité vis-à-vis des instances, il va falloir connaître effectivement la situation de notre commune. Je crois que une fois arrivé au pouvoir, notre priorité des priorités, c'est faire un audit, faire un état des lieux pour savoir effectivement quelle est la situation financière, quels sont les contrats déjà engagés, quels sont effectivement, sur quoi on peut se positionner pour avoir une véritable vision de cette commune de Port-Louis et voir effectivement quelle orientation qu'on va donner, comment on va pouvoir discuter, comme je vous disais, avec les autres partenaires institutionnels. Je crois que dans les 100 premiers jours, on doit pouvoir faire cet état de lieu, pouvoir faire cet audit-là qui nous permettra de bien comprendre la réalité financière, budgétaire de la commune. Alors après, il va falloir mettre en route assez rapidement, puisque la situation mondiale, d'un point de vue économique, est en train de péricliter. C'est vrai. On ne sait pas, effectivement... oui, on est dans un contexte mondial très, très incertain. Très incertain. Mais comme je vous dis, tiens, il va falloir prendre les taureaux par les cornes et puis ça paraît au plus pressé. Je vous rappelle, on a fait face à la situation de Covid, là, Covid-19 en 2020, mais ça a beaucoup freiné l'activité économique, ça a beaucoup freiné, mais je crois que finalement, il va falloir un moment se dire, tiens, on a vécu ça, mais il faut quand même repartir. Donc, c'est vrai que la situation mondiale, la situation internationale a des conséquences, qu'on le veuille ou pas, sur nous, parce que nous ne sommes pas coupés du monde, nous sommes dans le monde, donc, mais
il va falloir être suffisamment intelligent, faire preuve de méthode et faire preuve d'autorité pour pouvoir comprendre effectivement quelle orientation donner, parce que quand on est au pouvoir, je crois que c'est dans la méthode, dans la vision et dans la capacité d'avoir l'autorité de faire. Je crois que c'est ça qui va pouvoir permettre à ce que une municipalité, une équipe municipale va donner le là et va permettre à ce que finalement il y ait une adhésion populaire. Parce que si on n'a pas l'adhésion de la population, si on n'a pas l'adhésion effectivement de son administration, on ne va pas pouvoir s'en sortir. Et je crois que... Mais il y a une défiance. Oui, ça c'est vrai, ça c'est incontestable. Politiques. Ça c'est incontestable. C'est pourquoi je dis, tiens, je ne veux pas faire des plans sur la comète. Je veux parler un langage de vérité. Je ne vais pas faire une campagne électorale en lançant des slogans. Non, ce n'est pas comme ça qu'on va pouvoir fédérer, ce n'est pas comme ça qu'on va pouvoir construire. Je crois que c'est au corps à corps, en faisant participer effectivement la population, en faisant participer les forces vives, hein, ceux qui construisent la commune, les commerçants, les artisans, les marins-pêcheurs, tous ceux-là, les agriculteurs, ce sont ceux-là qui constituent la force vive de la commune. On ne doit pas faire sans eux. Et je crois que jusqu'à présent, ils ont été écartés par rapport aux décisions prises. Et je crois qu'il va falloir revoir cette façon de concevoir la politique, cette façon de concevoir la gestion et faire en sorte que tout un chacun se sente concerné et participe globalement aux réflexions et merci et se sente associé aux décisions prises. Et c'est ainsi que je pense ma gouvernance, la gouvernance d'une collectivité, si petite soit-elle, hein, ce qui peut être le cas au niveau municipal, au niveau départemental, au niveau régional, hein, je crois que c'est ainsi. Alors, combien d'habitants à Port-Louis a 5700 habitants, 5600, 5700. C'est une petite commune. Port-Louis a perdu depuis Beauport près de 1000 habitants, hein, c'est beaucoup. Et la tendance est, parce qu'on voit le nombre de logements fermés, c'est pour vous dire que finalement, les Port-Louisiens partent, ou encore, notre ville n'est pas assez attractive pour pouvoir faire venir ceux qui aiment le calme, ceux qui aiment effectivement la quiétude. Ils disent ça, mais quand le transport n'est pas organisé, quand le commerce n'est pas organisé, quand tu as besoin de marcher... Mais le bourg, il est un peu... C'est particulier, hein. Qu'est-ce que vous appelez par particulier? Un bourg, effectivement, qui est particulier par rapport à son bâti, par rapport à ses routes très larges. Et c'est un peu... moi, je trouve que c'est un peu... utilisé finalement, puisque vous avez quand même une grosse façade maritime. C'est exact. Vous avez plein de bâtiments à l'abandon. Oui, c'est vrai, c'est bien ça que je dis. Sur votre façade maritime. La requalification du bourg, mais effectivement, pouvoir donner notre visage à tous ces bâtiments et notre orientation, parce que effectivement, alors, c'est un travail qu'on avait commencé à l'époque avec le PF, hein, l'établissement public foncier local. L'équipe actuelle n'a pas pu mener ça à bien. Mais je vous assure que c'est très lourd. Il va falloir... C'est vrai que le PF est quand même... oui, mais monsieur Hortin, on entend que ce soit des dossiers qui soient lourds. Oui. On entend que les opérations foncières prennent du temps. Oui. Mais le constat dressé sur, par exemple, le bourg de Port-Louis ne date pas d'hier. C'est il y a plus d'une décennie. C'est même... ça va faire 20 ans que c'est... Je suis entièrement d'accord. Mais je crois que finalement... Donc, à un moment donné, on veut voir du changement. Je pense que la population veut voir ça évoluer. Vous avez une prison au bord de mer. Il y a des gros bâtiments qui sont vraiment sur le littoral en bord de mer, qui peuvent servir à quelque chose. Et... Mais en termes de rénovation, vous savez qu'il coûte aussi cher, sinon, qui coûte plus cher que si vous avez construit un bâtiment neuf. Donc, ça demande effectivement un partenariat. Il va falloir trouver un partenariat bien soudé avec ceux qui veulent effectivement nous accompagner sur la rénovation. Alors, dans le cas de la rénovation du littoral, à l'époque, il y avait une maîtrise d'ouvrage déléguée à la région pour cela, pour revoir le littoral. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas fait. Et ce bâtiment, l'ancien palais de justice, ce bâtiment historique de Port-Louis, effectivement, il était question qu'on fasse la rénovation de ce bâtiment-là. Mais effectivement, la loi sur l'eau, pour rénover, pour pouvoir préserver ce bâtiment, il va falloir faire effectivement un enrochement dans la mer. Et la loi sur l'eau a beaucoup changé et pose beaucoup de contraintes. Donc, c'est pas évident. Pourquoi il vous dit, tiens, la loi permet tout, mais en même temps, il y a beaucoup de contraintes qui vous empêchent de réaliser ce que vous vouliez. Donc, c'est ce qui fait que ce bâtiment-là est encore en l'état, mais je crois que c'est un bâtiment qu'on ne peut pas laisser
cette situation-là. Toute la zone, toute bien, la zone mais bien doit sûr, c'est être pourquoi je vous dis, tiens, de par le bâti de cette commune-là, il y a quand même, pour que les touristes puissent voir, mais une aussi histoire. en termes... Mais oui, et c'est à partir de là qu'on va pouvoir trouver une façon de réactiver, de créer une certaine attractivité sur les toits, parce que tout se fonde même avec des petits commerces, avec des artisans, avec des box pour pouvoir créer... Il y a un glacier, il y a une jeune qui a ouvert un C'est vrai, glacier. c'est exact. Pas loin. Mais il faut qu'il y en ait d'autres. Il faut qu'il y ait aussi d'autres restaurants. Les gens viennent le soir pour Oui, mais après, s'il n'y a pas de flux. Mais oui, non, mais après, il va hein. falloir... Non. Quand on crée et qu'on se donne les moyens, les gens vont venir. Les gens vont venir. Bien sûr, ça. Ben, regardez Quand on pour le analyse la cabana. situation, justement, Oui. on avait le cabana qui drainait du monde C'est sur ça. Port-Louis. Oui. Et on parlait justement de ruissellement sur les autres petits commerces. C'est ça. Après, pour la bataille de l'opinion publique, on est venu nous dire « Ah non, ça causait plus de désagréments qu'autre chose. Finalement, le Non, ça, cabana c'est un ne véritable drainait pas de mensonge. population, que la plage de Port-Louis se suffisait déjà elle-même. Mhm. Donc, tout le travail qui a été fait pour mettre en lumière Port-Louis, en fait, a été détruit complètement pour effectivement une confrontation entre la municipalité, donc M. Jean-Marie Hubert, et la famille Sémar. Donc, il faut tout recommencer. Je vous disais, c'est bien dommage. Et je crois que c'est, au risque de me répéter, c'est le fanchou guadeloupéen. Quand je vois quelqu'un qui se dit national, il se dit patriote, c'est pourquoi je dis aux Port-Louisiens, nous, le Dieu national, je suis patriote, les gens croient que finalement, une fois, ils me disent patriote et national, je suis de gauche. Et pour effectivement le peuple, et pour encore effectivement les gagnes petits. Mais on sait pertinemment, ces gens-là, ça, ils sont là pour... C'est pour détruire. Et ils ont montré avec le cabana, comme je vous dis, tiens, allez s'associer aux forces de l'ordre, allez s'associer aux forces coloniales, allez demander, parce qu'on a eu les cris, demander à l'État de venir casser cette infrastructure, de casser cette exploitation, de démolir, pour que ça serve d'exemple. Ça serve d'exemple à qui? Pour qui? Non, je vous assure que finalement, je crois, et ça a fait trembler toute la Guadeloupe, et voir au-delà de la Guadeloupe. Et je disais, il y a un historien qui disait, avec les événements de 1801 en Guadeloupe, avec les événements de mai 67, avec le cyclone Hugo, je crois que cette démolution du cabana, c'est l'un des plus gros événements de ce 21e siècle que, après le cyclone Hugo, c'était déjà au 20e siècle, que les Guadeloupéens ont eu à subir. Et ça fera date dans l'histoire de notre pays de voir qu'une municipalité est demandée à détruire une activité économique sous prétexte qu'il n'y a pas de règle, sous prétexte qu'il fallait protéger le littoral. Alors, l'Académie désormais prend disposition pour ôter ces métiers-là, là, prend disposition pour ôter tous ces classes dans le littoral là aussi. Hein. Mais oui, si on aime tant le littoral, et on risque de me répéter, et quand on voit quelqu'un vendre Bazami en le littoral là, toujours, excusez-moi, la raison de protection du littoral, de protection des arbres, des tortues et tout ça, ce n'était pas la vraie raison. C'est pourquoi je parle de fanchou et je le répète. C'est un véritable fanchou et puis ça, on ne peut pas admettre ça. Et je crois que lors de ces élections à venir, les Port-Louisiens vont donner un véritable camouflet à tous ceux qui ont cautionné cette situation, à tous ceux qui ont cautionné cette démolition-là. Moi, je suis très amer, je suis révolté parce que c'est un jeune qui ne demande qu'à travailler. Il dit, il dit pas besoin d'argent, pas besoin de rien, il a demandé qu'à travailler, qu'il a laissé en paix, puis il travaille. Fait, c'est ça, il aimait, ça a été voulu faire. Et tout le monde reconnaît, c'était beau, c'était bien, c'était dans le schéma de développement, dans le cadre de développement durable, c'était vraiment, ça, c'était écologique, vraiment. Je crois que ça a fait du tort à la Guadeloupe, ça a fait du tort à la jeunesse guadeloupéenne. Et tous ceux qui sont porteurs de projets, avant, ils font du coup, tiens, ben, il faut réfléchir à 2 fois avant de vouloir investir dans le pays. Donc, je me dis que, franchement, il y avait autre chose à faire que ce qu'on a fait là. C'est vraiment pas donner un bon signal à notre jeunesse. Quoi qu'on puisse en dire. Monsieur Hartin, est-ce qu'on peut dire que cette bataille politique est votre dernière bataille politique? Non, tant que j'aurai vie, je vais toujours être... Bien sûr, mais... Militant jusqu'au bout. Mais bien sûr, je vous dis, tiens, je suis un militant. Une municipalité, ce n'est pas la fin en soi.
Un outil pour vous? Mais oui, et pour d'autres, c'est vrai, je suis là, quand bien même que je ne serai plus à la mairie, je vais toujours être militant, je vais toujours être celui qui va être là pour conseiller, pour aider, pour aiguiller, pour donner le là si je peux. Et la place de la jeunesse dans le renouvellement politique, alors? Ah non, ça peut venir. Et je crois d'ailleurs, c'est la première fois, vous allez voir, et vous pouvez interroger les Paulusiens, j'ai une équipe renouvelée à plus de 90%. Une équipe renouvelée à plus de 90%. Je vous disais tout à l'heure, avant l'émission, que j'ai des jeunes de 20 ans, de 20 à 30 ans, au moins 4 jeunes, et des jeunes de 30 à 40 ans, ils sont au moins 5. Donc, nous sommes une jeune, la moyenne d'âge, c'est 50 ans. 51 ans exactement. La moyenne d'âge, c'est pour vous dire, effectivement, je pense à la jeunesse. Mais ça veut dire, pas parce que finalement, je serai en politique, je serai au combat, que je serai toujours à la première place. Non, non. Je serai là pour aider, pour accompagner. Donc vous êtes prêt à transmettre le savoir? Ah oui, mais bien sûr, de tout le temps, je crois que, je vous ai dit mon âge au départ, je crois qu'à partir de ce moment-là, il faut penser effectivement à passer la main. Non, non. Moi, quand, vous avez du mal à trouver des jeunes engagés, militants? Alors, on n'a pas eu du mal à trouver des jeunes, mais je crois que l'implication que j'avais, ou que, vous savez, avant, il y avait des jeunes nouveaux, il y avait la jeunesse communiste, il y avait Bizingois, il y avait l'UNEEG, il y avait la JEG, il y avait des mouvements estudiantins, il y avait au niveau du syndical, il y avait des jeunes qui s'engageaient, mais on en trouve beaucoup moins aujourd'hui. Je n'ai pas eu du mal à trouver, mais qu'il soit compliqué maintenant. C'est ça, oui, c'est vrai. L'engagement politique, c'était accepté, c'était valorisé. Oui, c'est ça. Maintenant, on vous terrorise jusqu'à ce que vous ayez une opinion. Et c'est dommage. Je crois que ça fait du tort au pays. Donc alors, comme je disais, je n'ai pas du mal à trouver des jeunes, mais trouver des jeunes qui soient engagés. Non, ça c'est vrai, on ne trouve pas de jeunes engagés. Ils ne savent pas, ils ne s'impliquent pas, c'est pas leur idée première, c'est pas leur préoccupation première de pouvoir se dire qu'ils vont s'engager politiquement dans tel ou tel mouvement, tel ou tel parti. Ils sont là, ils voient que finalement, il y a telle ou telle chose qui mérite d'être fait. Ils disent que ça mérite d'être fait, ils peuvent contribuer pour changer ça, mais après, ça s'arrête là. Mais je vous dis, à mon époque, on était engagés véritablement. On avait ces partis pris, hein, sans pour autant... C'est l'engagement pour le collectif. C'est ça, voilà. Donc, alors, c'est ce qui manque, ce qui manque aujourd'hui. Alors, je crois qu'avec cette nouvelle équipe, cette nouvelle génération que j'ai, et je le disais il n'y a pas longtemps à un de mes colistiers, je détecte des éléments plus ou moins favorables parmi eux, et ce sera mon devoir, mon rôle, de pouvoir les accompagner, de pouvoir leur parler en tête à tête et leur donner certaines orientations parce qu'ils seront peut-être utiles à la collectivité, utiles au pays. Donc, il va falloir effectivement qu'ils prennent le bon bout au bon moment pour pouvoir servir ce pays-là parce qu'il faut trouver des gens pour servir. Moi, j'ai servi, je pourrais dire, mais bénévolement. J'ai servi bénévolement. Et j'ai beaucoup plus donné à la politique que la politique m'en a donné. Mais j'aime ça, je sais que finalement je suis dans un parti où c'est vraiment la grande camaraderie, la grande fraternité. J'ai effectivement mon groupe, effectivement on s'entend et puis ça, on se dit les choses, mais après on s'entend sur le principal. Je crois que c'est ce qui fait notre force et ce qui me donne encore suffisamment de conviction, suffisamment de force pour pouvoir repartir et pouvoir me battre. Hein. Donc voilà. Si vous aviez un message adressé à la population port-louisienne, quel serait-il? Je suis là pour rassembler. Je veux rassembler cette population-là et donner une âme à cette commune de Port-Louis. Cette commune de Port-Louis doit avoir une âme. Nous ne parler des Port-Louis, nous savons des Port-Louis, nous ne parler. Je ne veux pas parler de Port-Louis du passé, mais de Port-Louis qui avance, de Port-Louis de demain. Et je crois, avec les hommes et les femmes de ce pays-là, de cette commune-là, qui ont beaucoup de valeurs, je les découvre, beaucoup de compétences. Mais il va falloir mettre ça en musique pour pouvoir faire avancer. Et je suis prêt à pouvoir rassembler toutes ces compétences, toutes ces volontés pour faire avancer pour lui. C'est ça ma vision, c'est ça ma détermination et c'est ça mon ambition pour lui. Vous savez, les Port-Louisiens ont une opportunité exceptionnelle. C'est ce dimanche 15 mars, avec mon groupe Ensemble pour Port-Louis. Ils ont fait de moi le leader de ce groupe, ils ont fait de moi effectivement le porte-drapeau. Et dimanche 15 mars, nous avons la possibilité de pouvoir changer les choses. Je les invite à se mobiliser, à mettre tout leur poids dans la balance de manière à ce que la liste Ensemble pour Port-Louis puisse remporter ces élections municipales et communautaires de ce dimanche 15 mars.